un regard objectif constatera que, de même que pour la mort, qui est difficile, il n'existe pas non plus pour l'amour d'élucidation, de solution, ni signe ni chemin qui ait déjà été frayé. Et pour ces deux finalités que nous recelons et transmettons sans les expliquer, on ne peut découvrir aucune règle qui leur fût commune et qui reposât sur un accord. Mais dans la même mesure où nous commençons, en tant qu'individus, à tenter de vivre, ces grandes choses vont se rapprocher bien davantage de chacun de nous. Les exigences imposées à notre développement par le difficile travail de l'amour dépassent les bornes de la vie et, débutants, nous ne sommes pas à leur hauteur. Si toutefois nous tenons bon, et si nous assumons cet amour comme une charge et un apprentissage, au lieu de nous perdre dans tout ce qui est jeu frivole et facile, ceux qui viendront longtemps après nous ressentiront peut-être un soulagement et quelques menus progrès. Ce serait beaucoup. Nous commençons à peine seulement à considérer sans préjugés, objectivement, le rapport d'un individu à un autre, et nos tentatives de vivre une telle relation n'ont aucun modèle sous les yeux. Et pourtant il y a, dans le cours du temps, déjà bien des choses qui aideraient nos débuts hésitants. La jeune fille et la femme, dans leur actuel développement, n'imiteront qu'un temps les manies et les manières masculines, elles n'exerceront qu'un temps des professions qui redoublent celles des hommes. Une fois révolus les tâtonnements qui affectent ces périodes de transition, on verra bien que les femmes n'auront donné dans la foule de ces déguisements et n'en auront changé qu'à seule fin de purifier leur être le plus spécifique des influences déformantes de l'autre sexe. Il a bien fallu que les femmes, chez qui la vie séjourne et habite plus immédiatement, de manière plus féconde et plus confiante, soient devenues, au fond, des êtres plus mûrs, plus humains que ne l'est l'homme frivole, que le poids d'aucun fruit de chair n'entraîne sous la surface de la vie l'homme hâtif et prétentieux qui sous-estime ce qu'il croit aimer. Cette humanité de la femme, portée à terme à travers souffrances et humiliations, verra le jour lorsqu'elle aura, dans les transformations de sa condition extérieure, aboli les conventions grevant le strictement féminin. Et les hommes qui aujourd'hui ne le pressentent pas en seront surpris et frappés. Un jour, que des signes fiables indiquent déjà maintenant et laissent deviner, du moins dans les pays nordiques, un jour, la jeune fille existera, et la femme, dont le nom ne signifiera plus seulement ce qui s'oppose au masculin, mais quelque chose qui vaut par soi, quelque chose qui n'induit pas à penser la moindre complémentarité, ni aucune limite, mais seulement une vie et une existence, l'être humain féminin. Ce progrès va modifier l'expérience de l'amour, qui actuellement est pleine d'erreurs, la transformera fondamentalement, la convertira en une relation pensée comme un rapport d'être humain à être humain, et non plus d'homme à femme. Et cet amour plus humain, qui procédera avec infiniment plus d'égard et de douceur, bon et simple dans ce qu'il nourra ou défera, ressemblera à celui que nous préparons péniblement, non sans lutte, à cet amour qui consiste en ce que deux solitudes se protègent, se bornent et se rendent hommage. Et ceci encore, ne croyez pas que ce grand amour qui, autrefois, lorsque vous étiez un jeune garçon, vous a été dévolu ait été perdu. Pouvez-vous affirmer que, à l'époque, de grands et positifs désirs n'aient pas mûri en vous, des projets dont vous vivez aujourd'hui encore ? Je crois que cet amour demeure si fort et si puissant dans votre mémoire, parce qu'il a été votre première solitude profonde, et le premier travail intime
auquel vous ayez soumis votre propre vie. Tous mes bons vœux, cher monsieur Capus. Votre Rainer Maria Rilke.